Je m'appelle Amélie, et je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était un mardi matin, le soleil brillait à travers les rideaux de notre chambre quand mon mari, Pierre, a reçu un appel de sa mère, Gisèle. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Pierre parlait à voix basse, jetant des regards furtifs dans ma direction. Mon cœur s'est serré, pressentant que cette conversation allait bouleverser notre quotidien. « Chérie, a dit Pierre en raccrochant, ma mère organise un voyage en famille le mois prochain. Toute la famille sera là. » Son ton était hésitant, comme s'il craignait ma réaction. J'ai souri, pensant naïvement que c'était une bonne nouvelle. Après tout, cela faisait des mois que nous n'avions pas vu sa famille au complet. « C'est génial, ai-je répondu avec enthousiasme. « Où allons-nous » Le visage de Pierre s'est assombri. Il a détourné le regard, fixant un point invisible sur le mur. En fait, Amélie, ma mère pense que ce voyage devrait être réservé aux membres de la famille immédiate. J'ai senti mon sourire se figer. Que veux-tu dire ? Je suis ta femme, je fais partie de la famille, non ? Pierre a soupiré profondément. Ma mère, elle pense que les belles-filles ne font pas vraiment partie de la famille. Elle veut que ce soit juste nous, ses enfants et petits-enfants. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai senti mes joues s'empourprer sous le coup de l'humiliation. Et toi, qu'en penses-tu ? Ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement. Pierre a haussé les épaules, visiblement mal à l'aise. Tu connais ma mère, Amélie. Elle peut être têtue. Je ne veux pas créer de conflit. J'ai senti la colère monter en moi. Donc, tu es d'accord avec elle ? Tu penses que je ne fais pas partie de la famille ? Ce n'est pas ça, a-t-il protesté faiblement. C'est juste pour cette fois. Ne le prends pas personnellement. Mais comment ne pas le prendre personnellement ? J'étais mariée à Pierre depuis 5 ans. Nous avions construit une vie ensemble, partagé des moments de joie et de tristesse. Et voilà que sa mère décidait unilatéralement que je n'étais pas de la famille, et mon mari n'avait pas le courage de s'y opposer. Les jours suivants ont été un cauchemar. Pierre préparait ses bagages, parlait avec enthousiasme du voyage à venir, comme si mon exclusion n'était qu'un détail insignifiant. J'ai essayé de cacher ma douleur, mais chaque fois que je le voyais faire sa valise, c'était comme si on enfonçait un couteau dans mon cœur. J'ai tenté de parler à Gisèle, espérant peut-être la faire changer d'avis. J'ai pris mon courage à 2 mains et l'ai appelée. « Bonjour, Gisèle, ai-je dit, essayant de garder une voix calme et posée. « Ah, Amélie, a-t-elle répondu froidement. Que puis-je pour toi ? J'ai pris une profonde inspiration. Je voulais vous parler du voyage en famille. Je me demandais si... Elle m'a coupé avant que je puisse finir. Amélie, ma chère, je pense que Pierre t'a expliqué. Ce voyage est pour la famille proche. Tu comprends, n'est-ce pas ? Sa voix était doucereuse, mais je pouvais sentir le venin derrière ses paroles. Mais Gisèle, je suis la femme de Pierre. Ne suis-je pas de la famille ? Elle a ri, un son qui m'a glacé le sang. Ma chère, le mariage ne fait pas de toi une Dubois. Tu es une Lefebvre qui s'est mariée à un Dubois. Ce n'est pas pareil. Ces mots m'ont blessé profondément. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais j'ai refusé de lui donner la satisfaction de m'entendre pleurer. Je vois, ai-je dit simplement avant de raccrocher. Le jour du départ est finalement arrivé. Pierre a chargé sa valise dans la voiture, prêt à aller rejoindre sa famille à l'aéroport. Je me tenais sur le pas de la porte, les bras croisés, le cœur lourd. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» ai-je demandé une dernière fois, espérant contre toute attente qu'il changerait d'avis. Pierre a soupiré. « Amélie, nous en avons déjà parlé. C'est important pour ma mère. Je ne peux pas la décevoir. » Et moi, ai-je demandé, ma voix se brisant. « Tu ne me déçois pas, là ?» Il s'est approché de moi, m'a embrassé sur le front. « Ce n'est que pour une semaine. Je t'appellerai tous les jours, je te le promets. » Et puis il est parti. J'ai regardé la voiture s'éloigner, emportant avec elle l'homme que j'aimais, l'homme qui venait de choisir sa mère plutôt que sa femme. Je suis rentrée dans notre maison soudain trop grande, trop vide, et j'ai laissé couler les larmes que je retenais depuis des jours. Cette exclusion n'était pas seulement douloureuse, elle était humiliante.
Je me sentais rejetée, comme si 5 années de mariage ne signifiaient rien. Comme si tous les efforts que j'avais faits pour m'intégrer dans cette famille n'avaient servi à rien. Ce soir-là, allongée seule dans notre lit, j'ai repensé à toutes les fois où Gisèle m'avait fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. Les petites remarques sur ma façon de cuisiner, sur mon travail, sur le fait que Pierre et moi n'avions pas encore d'enfants. J'avais toujours mis ça sur le compte de sa personnalité difficile, mais maintenant, je voyais les choses différemment. Ce n'était pas de la simple critique, c'était un rejet pur et simple de ma personne. Et Pierre, mon Pierre, qui n'avait pas su prendre ma défense. Qui avait choisi le confort de ne pas contrarier sa mère plutôt que de soutenir sa femme. Je me suis demandé si notre mariage signifiait autant pour lui que pour moi. S'il me voyait vraiment comme sa partenaire, son égale, ou si j'étais juste une pièce rapportée dans sa vie. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. La douleur de l'exclusion, la trahison de Pierre, le mépris de Gisèle, tout se mélangeait dans mon cœur, créant une tempête d'émotions que je ne savais pas comment apaiser. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les yeux gonflés et un mal de tête lancinant. J'ai regardé mon téléphone, espérant un message de Pierre. Rien. Pas même un petit mot pour me dire qu'ils étaient bien arrivés. Cette absence de nouvelles n'a fait qu'accentuer mon sentiment d'abandon. J'ai passé la journée à errer dans la maison, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Chaque objet me rappelait Pierre, notre vie ensemble, et la façon dont il m'avait laissé derrière sans hésitation. J'ai essayé de travailler, de me distraire, mais mes pensées revenaient toujours à cette situation, à cette famille qui ne voulait pas de moi. Le soir, alors que je préparais machinalement un dîner pour une personne, mon téléphone a sonné. C'était Pierre. Mon cœur a fait un bond, mélange d'espoir et d'appréhension. L'Amélie. Sa voix semblait lointaine, presque étrangère. Oui, Pierre, ai-je répondu, essayant de garder un ton neutre. Je voulais juste te dire que nous sommes bien arrivés. Le temps est magnifique ici. J'ai senti la colère monter en moi. Le temps? C'est de ça qu'il voulait me parler? C'est tout ce que tu as à me dire, ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement. Il y a eu un silence gêné à l'autre bout de la ligne. Écoute, Amélie, je sais que tu es contrariée, mais... Je ne l'ai pas laissé finir. Contrariée? Pierre, je suis blessée, humiliée. Ta mère m'a exclue de la famille et tu n'as rien fait pour me défendre. Comment crois-tu que je me sens? Ma mère a ses raisons, a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. Ses raisons? Quelles raisons pourraient justifier de traiter ta femme comme une étrangère? Pierre a soupiré. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Ces mots ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, Pierre, ce qui est compliqué, c'est d'être marié à un homme qui ne sait pas où vont ses priorités. Profite bien de tes vacances. J'ai raccroché, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je ne ressentais plus seulement de la tristesse, mais aussi de la colère. Une colère dirigée non seulement contre Gisèle, mais aussi contre Pierre, et contre moi-même pour avoir laissé cette situation se produire. Cette nuit-là, allongée dans notre lit trop grand, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Quelque chose devait changer. Je ne savais pas encore quoi, ni comment, mais je savais que je ne pouvais plus être cette femme qui acceptait d'être mise de côté, qui laissait les autres décider de sa place dans la famille. Alors que le sommeil me gagnait enfin, une pensée s'est imposée à moi, cette exclusion douloureuse était peut-être le début de quelque chose de nouveau. Le début d'un changement que je n'aurais jamais osé envisager auparavant. Et avec cette pensée, malgré la douleur et l'humiliation, j'ai senti une étincelle d'espoir s'allumer en moi. Le réveil sonna, comme tous les matins, mais cette fois-ci, je n'avais aucune envie de me lever. Le lit semblait trop grand, trop vide sans Pierre à mes côtés. Je fixais le plafond, repensant à la conversation téléphonique de la veille. La colère qui m'avait submergée s'était quelque peu estompée, laissant place à un mélange confus d'émotions, tristesse, déception, et une profonde sensation de solitude. Je me forçai finalement à me lever, traînant les pieds jusqu'à la cuisine. La maison était silencieuse, trop silencieuse. D'habitude, Pierre préparait le café pendant que je prenais ma douche.
L'odeur du café fraîchement moulu me manquait, tout comme le bruit familier de la cafetière. Je préparais machinalement mon petit déjeuner, mais la nourriture semblait fade, sans goût. En regardant par la fenêtre, je vis les voisins partir au travail, leurs enfants à l'école. La vie continuait normalement pour tout le monde, sauf pour moi. Je me sentais comme si j'étais dans une bulle, isolée du reste du monde. Je décidai de prendre un jour de congé. L'idée d'aller au bureau, de faire semblant que tout allait bien, me paraissait insurmontable. J'envoyai un email rapide à mon patron, prétextant une migraine. La journée s'étira, interminable. Je passais des heures assise sur le canapé, zappant sans vraiment regarder la télévision. Mes pensées revenaient sans cesse à Pierre, à sa famille, à ce voyage dont j'avais été exclue. Je repensais à tous les moments où j'avais senti que je n'étais pas vraiment acceptée par la famille de Pierre. Les petites remarques de Gisèle, les regards en coin lors des réunions de famille, les conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Avais-je été aveugle tout ce temps ? Ou avais-je simplement choisi d'ignorer ces signes, espérant qu'avec le temps, je serais acceptée ? Le soir venu, je n'avais toujours pas eu de nouvelles de Pierre. Je fixai mon téléphone, hésitant à l'appeler. Mais que lui dirais-je ? Les mots me manquaient pour exprimer la profondeur de ma blessure, de ma déception. Le deuxième jour fut similaire au premier. Je me forçais à aller travailler, mais mon esprit était ailleurs. Mes collègues remarquèrent mon humeur sombre, mais je balayai leurs inquiétudes d'un sourire forcé. Juste un peu fatigué, leur dis-je. Mais intérieurement, je bouillonnais. Ce soir-là, en rentrant à la maison, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ouvris une bouteille de vin et je bus, seul. Le goût amer du vin rouge semblait refléter l'amertume que je ressentais. Verre après verre, je sentis ma tristesse se transformer en colère. Pourquoi avais-je laissé cela se produire ? Pourquoi n'avais-je pas insisté davantage auprès de Pierre ? Pourquoi avais-je accepté d'être traitée comme une étrangère par sa famille pendant toutes ces années ? Le troisième jour, la colère prit le dessus. Je me réveillai avec une détermination nouvelle. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Quelque chose devait changer, et ce changement devait commencer par moi. Je passais la journée à réfléchir à ma vie, à mon mariage, à ma place dans cette famille. Je réalisais que depuis que j'avais épousé Pierre, j'avais peu à peu perdu de vue qui j'étais. J'avais tellement essayé de m'intégrer, de plaire à sa famille, que j'en avais oublié mes propres désirs, mes propres aspirations. Je me souvins de la jeune femme que j'étais avant de rencontrer Pierre. Ambitieuse, indépendante, pleine de rêves. Que étaient devenus ces rêves ? Je les avais mis de côté, pensant que c'était le prix à payer pour faire partie de cette famille. Mais à quel prix ? Le quatrième jour, je pris une décision. J'allais reprendre ma vie en main. Je passais la journée à faire des recherches sur Internet, à lire des articles sur l'affirmation de soi, sur la façon de se reconstruire après une trahison. Je créais une liste de choses que je voulais accomplir, des objectifs que j'avais abandonnés au fil des ans. Reprendre mes cours de peinture, voyager seul, peut-être même changer de carrière. Ces idées, qui m'auraient terrifiée il y a encore quelques jours, me semblaient maintenant excitantes, pleines de possibilités. Le cinquième jour, je décidai de sortir de ma bulle. J'appelai ma meilleure amie, Sophie, que j'avais un peu négligée ces derniers temps. Je lui racontai tout, la voix tremblante, les larmes coulant librement. « Oh, Amélie, dit-elle doucement. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ? » Je réalisai alors à quel point je m'étais isolée, à quel point j'avais laissé ma vie tourner autour de Pierre et de sa famille. « Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je suppose que j'avais honte. J'avais l'impression que si j'en parlais, cela rendrait la situation réelle. » Sophie m'écouta patiemment, me laissant vider mon sac. Puis elle dit quelque chose qui me fit réfléchir. « Amélie, as-tu pensé que cette situation pourrait être une opportunité ? » « Une opportunité ?» répétai-je, incrédule. « Oui, dit-elle. Une opportunité de redéfinir qui tu es, ce que tu veux. Une opportunité de montrer à Pierre et à sa famille que tu n'as pas besoin de leur approbation pour être heureuse. » Ces paroles résonnèrent en moi. Elle avait raison. Cette exclusion douloureuse pouvait être le catalyseur d'un changement positif dans ma vie.
Le 6e jour, je me réveillais avec une énergie nouvelle. Je passais la journée à faire le tri dans mes affaires, jetant ou donnant tout ce qui me rappelait trop douloureusement Pierre ou sa famille. C'était comme si je faisais le ménage non seulement dans mon espace physique, mais aussi dans mon esprit. Je trouvai, au fond d'un tiroir, un vieux carnet de croquis. Je l'ouvris et fus submergé par l'émotion en voyant mes anciens dessins. Je me souvenais de la joie que me procurait l'art, de la façon dont il me permettait de m'exprimer. Pourquoi avais-je arrêté ? Je passais le reste de la journée à dessiner, laissant mes émotions guider ma main sur le papier. Les images qui en résultèrent étaient sombres, chaotiques, mais aussi pleines d'une force que je ne me connaissais pas. Le 7e jour, une semaine exactement après le départ de Pierre, je me réveillais avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je savais ce que je devais faire. Je m'assis à mon bureau et commençai à écrire une lettre à Pierre. Pas pour lui demander de revenir, pas pour le supplier de me défendre auprès de sa famille. Non, cette lettre était pour moi. Pour mettre des mots sur ce que je ressentais, pour exprimer tout ce que j'avais gardé en moi pendant si longtemps. Cher Pierre, écrivis-je. Cette semaine sans toi a été l'une des plus difficiles de ma vie. Mais elle a aussi été l'une des plus révélatrices. J'ai réalisé à quel point j'avais perdu de vue qui j'étais, à quel point j'avais laissé ta famille définir ma valeur. Les mots coulaient librement, exprimant ma colère, ma déception, mais aussi ma détermination à changer les choses. Je ne peux pas continuer ainsi, continuai-je. Je mérite mieux que d'être traitée comme une étrangère par ta famille. Je mérite mieux que d'avoir un mari qui ne me défend pas. Mais surtout, je mérite de me respecter moi-même. En écrivant ces mots, je sentis un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je me sentais forte, capable de faire face à ce qui allait venir. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, conclus-je. Mais je sais une chose, je ne serai plus jamais la femme qui accepte d'être mise de côté. Je vaux mieux que ça. Nous valons mieux que ça. Je signai la lettre, la pliai soigneusement et la rangeai dans un tiroir. Je ne savais pas si je la donnerais un jour à Pierre. Peut-être que ces mots n'étaient que pour moi, une façon de tourner la page. Cette semaine de solitude et de réflexion m'avait changé. La douleur était toujours là, la colère aussi. Mais il y avait autre chose maintenant. De l'espoir. De la détermination. Et surtout, un sens renouvelé de qui j'étais. Je regardais par la fenêtre. Le soleil se levait, illuminant le ciel de couleurs vives. Un nouveau jour commençait. Et avec lui, une nouvelle Amélie. Le 8e jour après le départ de Pierre, je me réveillais avec une étrange sensation de calme. La semaine de réflexion m'avait permis de prendre du recul, de retrouver un semblant d'équilibre. Je me préparais pour aller au travail, déterminée à reprendre le cours de ma vie, avec ou sans Pierre. La matinée passa rapidement, mon esprit occupé par les tâches quotidiennes. C'est vers midi que tout bascula. Mon téléphone sonna, affichant le nom de Pierre. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Une partie de moi voulait ignorer l'appel, mais une autre, plus forte, me poussa à décrocher. « Allô » dis-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. « L'Amélie » La voix de Pierre était tendue, presque méconnaissable. « Amélie, j'ai besoin de ton aide. » Je sentis immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pierre, d'habitude si posé, semblait au bord de la panique. « Que se passe-t-il, Pierre » demandai-je, la gorge serrée. Il y eut un moment de silence, puis Pierre lâcha la bombe, « C'est maman. Elle a eu un accident. Elle est à l'hôpital. » Mon esprit se vida d'un coup. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la douleur et la colère, je sentis une vague d'inquiétude me submerger. « Oh mon Dieu, Pierre. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'elle va bien ?» Pierre prit une profonde inspiration. Elle a fait une chute dans les escaliers de l'hôtel. Les médecins disent qu'elle a perdu beaucoup de sang. Elle a besoin d'une transfusion urgente. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Une transfusion, répétai-je, incrédule. Oui, continua Pierre, sa voix tremblante. Et c'est là que... Amélie, tu es la seule personne compatible dans la famille. Le monde sembla s'arrêter autour de moi.
L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Moi, celle qui avait été exclue de cette famille, j'étais maintenant la seule à pouvoir sauver Gisèle. Comment est-ce possible, demandai-je, encore sous le choc. Pierre expliqua rapidement. Apparemment, Gisèle avait un groupe sanguin rare. Lors d'un précédent séjour à l'hôpital, des tests avaient été effectués sur toute la famille pour trouver des donneurs potentiels. J'étais la seule compatible. L'Amélie, dit Pierre, sa voix se brisant. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça. Pas après tout ce qui s'est passé. Mais s'il te plaît, peux-tu venir? Maman a besoin de toi. Je fermai les yeux, submergé par un tourbillon d'émotions. La colère était toujours là, la douleur de l'exclusion encore fraîche. Mais il y avait aussi de la compassion, un sentiment de responsabilité que je ne pouvais ignorer. Où êtes-vous? Demandai-je finalement. Pierre me donna le nom de l'hôpital et la ville. C'était à plusieurs heures de route. J'arrive, dis-je simplement avant de raccrocher. Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard. J'appelai mon patron pour lui expliquer la situation, rassembler quelques affaires dans un sac et me mis en route. Pendant le trajet, mon esprit ne cessait de revenir à l'ironie de la situation. Gisèle, qui m'avait toujours fait sentir que je n'étais pas vraiment de la famille, dépendait maintenant de moi pour sa survie. J'arrivai à l'hôpital en fin d'après-midi. Pierre m'attendait à l'entrée, l'air épuisé et défait. Quand il me vit, ses yeux s'emplirent de larmes. « Amélie, dit-il en s'approchant. Et tu es venue. » Je hochai simplement la tête, incapable de trouver les mots justes. Une partie de moi voulait le prendre dans mes bras, le réconforter. Une autre partie voulait lui crier dessus, lui demander pourquoi il m'avait laissé derrière, pourquoi il n'avait pas pris ma défense. « Comment va-t-elle ? Demandai-je plutôt. Pierre secoua la tête. « Pas bien. Les médecins disent que la transfusion est urgente. » Nous nous dirigeâmes vers le service approprié. En chemin, je croisai le reste de la famille de Pierre. Ses frères et sœurs, leurs conjoints, tous me regardaient avec un mélange de surprise et de gratitude. Je me sentais comme une étrangère, encore une fois, mais pour une raison complètement différente cette fois. Les formalités pour le don de sang furent rapidement réglées. Alors que j'étais allongée sur le lit d'hôpital, l'aiguille dans mon bras, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'absurdité de la situation. Mon sang allait couler dans les veines de la femme qui m'avait rejetée. La vie avait décidément un sens de l'humour particulier. Après la transfusion, l'attente commença. Les heures s'écoulaient lentement dans la salle d'attente de l'hôpital. La famille de Pierre était rassemblée, parlant à voix basse. Je restais à l'écart, ne sachant pas vraiment quelle était ma place. Ce fut vers minuit que le médecin vint nous voir. Son visage était grave, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « La transfusion a été un succès, annonça-t-il. Madame Dubois est stable. Les prochaines heures seront cruciales, mais nous sommes optimistes. » Un soupir de soulagement collectif parcourut la salle. Pierre se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes. « Merci, murmura-t-il. L'Amélie, je ne sais pas comment te remercier. » Je hochai simplement la tête, épuisé physiquement et émotionnellement. Les jours suivants furent un tourbillon de visites à l'hôpital, de conversations à voix basse dans les couloirs, d'attentes interminables. L'état de Gisèle s'améliorait lentement mais sûrement. Et peu à peu, je sentis un changement subtil dans l'attitude de la famille envers moi. Les regards en coin avaient disparu, remplacés par des sourires reconnaissants. Les conversations ne s'arrêtaient plus quand j'entrais dans une pièce. Au contraire, on me demandait mon avis, on m'incluait dans les discussions. Ce fut le 4e jour après la transfusion que Gisèle demanda à me voir. J'entrai dans sa chambre d'hôpital avec appréhension, ne sachant pas à quoi m'attendre. Gisèle était allongée sur son lit, pâle et fragile. Quand elle me vit, ses yeux s'emplirent de larmes. « L'Amélie, dit-elle d'une voix faible. Ma chère Amélie. » Je m'approchai du lit, le cœur battant. Gisèle tendit une main tremblante vers moi. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. J'ai été si injuste envers toi. Et malgré tout, tu es venue. Tu m'as sauvé la vie. » Je sentis mes propres yeux s'embuer de larmes. Toute la colère,
Toute la rancœur que j'avais accumulée semblait fondre face à la vulnérabilité de cette femme. C'était la chose à faire, dis-je simplement. Gisèle secoua la tête. Non, c'était bien plus que ça. Tu as montré une force et une compassion que je n'ai jamais su reconnaître en toi. J'ai été aveugle, Amélie. Aveugle et stupide. Nous parlâmes longtemps ce jour-là. Gisèle me raconta ses peurs, ses insécurités qui l'avaient poussée à me rejeter. Elle avait eu peur de perdre son fils, peur que je prenne sa place dans son cœur. Elle réalisait maintenant à quel point elle avait eu tort. En sortant de la chambre, je croisai Pierre dans le couloir. Il me regarda avec des yeux remplis d'amour et de remords. « Amélie, commença-t-il. Je ne sais pas par où commencer. Je suis tellement désolée. J'aurais dû prendre ta défense, j'aurais dû. » Je levai une main pour l'arrêter. « Pierre, nous avons beaucoup de choses à discuter. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Mais je pense que nous avons tous beaucoup appris de cette expérience. » Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Alors que je quittais l'hôpital ce soir-là, je réalisai que cet appel désespéré avait effectivement provoqué un revirement de situation. Pas seulement pour Gisèle, dont la vie avait été sauvée, mais pour toute la famille. Et pour moi. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir nous réservait. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de blessures à guérir. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais ma place. Non pas parce que j'avais donné mon sang, mais parce que j'avais montré qui j'étais vraiment. Et cette personne, cette Amélie forte et compatissante, méritait d'être respectée et aimée. Le soleil se couchait sur la ville alors que je prenais la route du retour. Une nouvelle phase de ma vie commençait. Une phase où je ne serais plus l'étrangère, mais un membre à part entière de cette famille compliquée. Et surtout, une phase où je resterais fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive. Les jours qui suivirent l'appel de Pierre furent un tourbillon d'émotions et de réflexions intenses. Alors que je me préparais pour retourner à l'hôpital, je me trouvais face à un dilemme moral qui me déchirait intérieurement. D'un côté, il y avait cette femme, Gisèle, qui m'avait blessé profondément en m'excluant de la famille, en me faisant sentir comme une étrangère pendant des années. La colère et la douleur de ce rejet étaient encore vives dans mon cœur. Une partie de moi voulait lui dire non, lui montrer qu'elle ne pouvait pas simplement m'utiliser quand elle avait besoin de moi et m'ignorer le reste du temps. De l'autre côté, il y avait cette vie en jeu. Peu importe ce que Gisèle m'avait fait, pouvais-je vraiment lui refuser mon aide alors qu'elle en avait désespérément besoin? N'était-ce pas l'occasion de montrer que j'étais meilleure qu'elle, que j'étais capable de compassion même envers ceux qui m'avaient blessée? Je passais des heures à peser le pour et le contre, à imaginer les différents scénarios. Si je refusais d'y aller, je me libérerais peut-être de l'emprise de cette famille toxique, mais pourrais-je vivre avec le poids de cette décision sur ma conscience? Si j'y allais, ne risquais-je pas de retomber dans le même schéma, d'être à nouveau exploitée et mise de côté une fois la crise passée? Ce fut finalement une conversation avec ma meilleure amie, Sophie, qui m'aida à y voir plus clair. « Amélie, me dit-elle doucement au téléphone, je comprends ta colère et ta douleur. Mais pense à ceci, en y allant, tu ne le fais pas pour Gisèle ou même pour Pierre. Tu le fais pour toi, pour la personne que tu es, pour tes valeurs. » Ces paroles résonnèrent en moi. Elle avait raison. Cette décision n'était pas about eux, mais about moi. Quelle personne voulais-je être? Celle qui tournait le dos à quelqu'un dans le besoin par vengeance, ou celle qui était capable de s'élever au-dessus de la mesquinerie et de faire ce qui était juste? C'est avec cette nouvelle perspective que je pris la route vers l'hôpital. Le trajet fut long et solitaire, me donnant amplement le temps de réfléchir. Je repensais à tous les moments difficiles avec la famille de Pierre, à toutes les fois où j'avais senti que je n'étais pas à ma place. Mais je pensais aussi aux bons moments, aux rires partagés, aux repas de famille animés. Alors que je conduisais, le paysage défilait devant mes yeux. Les champs verdoyants laissèrent place à des forêts denses, puis à des petites villes pittoresques. Chaque kilomètre parcouru semblait me rapprocher non seulement de l'hôpital, mais aussi d'une version plus forte et plus sage de moi-même. Je m'arrêtai dans une petite aire de repos à mi-chemin, assise sur un banc, regardant le soleil se coucher à l'horizon, je sortis mon journal intime. J'avais pris l'habitude d'y écrire mes pensées depuis le début de cette épreuve, et j'avais besoin de mettre des mots sur ce que je ressentais. « Cher moi, écrivis-je, aujourd'hui,
je fais un choix. Un choix qui n'est pas facile, mais qui est juste. Je choisis de ne pas laisser l'amertume et la rancœur dicter mes actions. Je choisis d'être la personne que j'ai toujours voulu être, forte, compatissante, capable de pardonner. Ce voyage n'est pas seulement about sauver la vie de Gisèle. C'est about me sauver moi-même, about me libérer du poids de la colère et du ressentiment. Ces mots, une fois couchés sur le papier, semblèrent alléger le poids sur mes épaules. Je repris la route avec une détermination renouvelée. Arrivé à l'hôpital, je fus accueilli par Pierre. Son visage portait les marques de l'inquiétude et du manque de sommeil. Quand il me vit, ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de soulagement et de gratitude. « L'Amélie, dit-il doucement, tu es venue. » Je hochai simplement la tête. « Comment va-t-elle » demandai-je. Pierre m'expliqua la situation. L'état de Gisèle était stable, mais critique. La transfusion était prévue pour le lendemain matin. Alors que nous marchions dans les couloirs aseptisés de l'hôpital, je sentis le regard des autres membres de la famille sur moi. Certains semblaient surpris de me voir, d'autres reconnaissants. Je remarquai que leur attitude avait changé. Il n'y avait plus cette froideur, cette distance qui m'avait tant blessé par le passé. Cette nuit-là, je dormis peu. Allongé sur le lit inconfortable de la chambre d'hôtel, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui m'attendait le lendemain. Je me demandais comment Gisèle réagirait en me voyant, ce qu'elle dirait. Une partie de moi espérait des excuses, une reconnaissance de tout le mal qu'elle m'avait fait. Une autre partie savait que je ne devais pas attendre de gratitude ou de changement miraculeux. Le matin arriva trop vite. Alors que je me préparais pour la transfusion, je me regardais dans le miroir de la salle de bain. Le visage qui me fixait était celui d'une femme plus forte, plus sage que celle qui avait été exclue du voyage familial quelques semaines plus tôt. À l'hôpital, tout se passa rapidement. Les infirmières me préparèrent pour le don de sang, m'expliquant la procédure avec patience. Alors que l'aiguille pénétrait ma peau, je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. Ce geste, aussi simple soit-il, représentait tellement plus qu'un simple don de sang. C'était un acte de pardon, de compassion, mais aussi d'affirmation de soi. Après la transfusion, on me garda en observation pendant quelques heures. Pierre resta à mes côtés, silencieux mais présent. Je pouvais sentir qu'il voulait dire quelque chose, s'excuser peut-être, mais ce n'était ni le moment ni l'endroit. Ce fut en fin d'après-midi que je pus enfin voir Gisèle. Entrer dans sa chambre d'hôpital fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. La femme allongée sur le lit semblait si fragile, si loin de la figure imposante et intimidante que j'avais toujours connue. Quand elle ouvrit les yeux et me vit, son visage se transforma. Des larmes coulèrent sur ses joues pâles. « L'Amélie » murmura-t-elle d'une voix faible. « Et tu es venue ?» Je m'approchai du lit, ne sachant pas trop quoi dire ou faire. Gisèle tendit une main tremblante vers moi. Après un moment d'hésitation, je la pris dans la mienne. « Je suis tellement désolée, dit-elle, sa voix à peine audible. J'ai été si injuste envers toi. Je ne mérite pas ta gentillesse. » Ces mots, que j'avais tant espéré entendre pendant des années, me frappèrent avec une force inattendue. Je sentis mes propres larmes couler. « Et Gisèle, dis-je doucement, ce qui compte, c'est que vous alliez mieux maintenant. » Nous parlâmes pendant un long moment. Gisèle me raconta ses peurs, ses insécurités qui l'avaient poussée à me rejeter. Elle réalisait maintenant à quel point elle s'était trompée sur moi, à quel point elle avait été injuste. En quittant sa chambre, je me sentais étrangement légère. Le pardon que j'avais offert n'était pas seulement pour Gisèle, réalisais-je. C'était aussi pour moi-même. Je me libérais du poids de la rancœur et de l'amertume que j'avais porté pendant si longtemps. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de conversations difficiles mais nécessaires. Avec Pierre, nous parlâmes longuement de notre mariage, de ses choix, de mes attentes. Avec le reste de la famille, il y eut des excuses, des explications, des promesses de faire mieux à l'avenir. Alors que je me préparais à rentrer chez moi, je réalisais que ce voyage avait été bien plus qu'un simple déplacement physique. C'était un voyage intérieur, un chemin vers la guérison et le pardon. Dans l'avion qui me ramenait chez moi, je sortis à nouveau mon journal. « Cher moi, écrivis-je, tu as fait face à l'un des plus grands défis de ta vie.
Tu as choisi la compassion plutôt que la vengeance, le pardon plutôt que la rancune. Ce choix n'efface pas le passé, mais il ouvre la porte à un avenir meilleur. Tu as prouvé ta force, non pas en restant inflexible, mais en ayant le courage de pardonner. Ce voyage t'a changé, et c'est une bonne chose. Tu es plus forte maintenant, plus sage, plus compatissante. N'oublie jamais cette leçon. Alors que l'avion atterrissait, je sentis que je rentrais chez moi non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. J'avais trouvé ma place, non pas dans les yeux des autres, mais dans mon propre cœur. Et c'était la plus belle des victoires. Les semaines qui suivirent mon retour à la maison furent une période de transition et d'ajustement. La dynamique familiale avait changé de façon spectaculaire, et je me retrouvais à naviguer dans des eaux inconnues, à la fois excitantes et intimidantes. Le premier signe tangible de ce changement arriva sous la forme d'un appel téléphonique de Gisèle, environ une semaine après mon retour. Sa voix, encore faible mais déterminée, résonna dans le combiné. « Amélie, ma chère, comment vas-tu » J'étais surprise par la chaleur de son ton, si différent de la froideur à laquelle j'étais habituée. « Je vais bien, Gisèle. Et vous ? Comment vous sentez-vous » Je récupère doucement, répondit-elle. Mais ce n'est pas pour parler de ma santé que je t'appelle. Je voulais te remercier encore une fois. Et te présenter mes excuses, de vive voix. Je sentis ma gorge se serrer. Et Gisèle, vous n'avez pas à. Et si, Amélie, m'interrompit-elle doucement. J'ai beaucoup à me faire pardonner. Mon comportement envers toi a été inexcusable pendant toutes ces années. J'étais aveuglée par mes propres insécurités, ma peur de perdre mon fils. Je n'ai pas su voir la femme extraordinaire que tu es. Ces mots me touchèrent profondément. C'était comme si un barrage s'était rompu, libérant des années de ressentiment et de douleur. Nous parlâmes pendant plus d'une heure ce jour-là, abordant des sujets que nous avions toujours soigneusement évités auparavant. Ce coup de fil marqua le début d'une nouvelle ère dans notre relation. Gisèle m'appelait régulièrement, s'intéressant sincèrement à ma vie, mes projets, mes espoirs. Petit à petit, je sentais les murs que j'avais érigés pour me protéger s'effriter. Pierre, de son côté, semblait déterminé à réparer les dommages causés par son manque de soutien. Il multipliait les petites attentions, les gestes d'affection. Un soir, alors que nous étions assis sur notre canapé, il prit ma main dans la sienne. « L'Amélie, dit-il, ses yeux brillants d'émotion, je sais que je t'ai profondément déçue. J'aurais dû te défendre, te soutenir. Je réalise maintenant à quel point j'ai été lâche. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Pierre, j'ai eu tellement mal. J'ai eu l'impression que notre mariage ne comptait pas pour toi. » Il serra ma main plus fort. « Je sais, et je m'en voudrais toujours pour ça. Mais je te promets, Amélie, que les choses seront différentes maintenant. Tu es ma priorité, tu es ma famille. » Ces mots, que j'avais tant espéré entendre, réchauffèrent mon cœur. Cependant, je savais que la guérison prendrait du temps. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas du jour au lendemain. Le véritable test de cette nouvelle dynamique familiale arriva quelques mois plus tard, lorsque Gisèle proposa d'organiser un grand repas de famille pour son anniversaire. L'invitation m'était adressée personnellement, insistant sur le fait que ma présence était non seulement souhaitée, mais essentielle. Le jour J, je me tenais devant la porte de la maison familiale, le cœur battant. Pierre serra ma main en signe de soutien. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Je pris une profonde inspiration et hochai la tête. Dès que nous franchîmes le seuil, je fus surprise par l'accueil chaleureux qui nous était réservé. Gisèle s'avança vers moi, les bras grands ouverts. « L'Amélie, ma chérie, je suis si heureuse que tu sois là. » L'étreinte qui suivit était sincère, dénuée de la tension que j'avais toujours ressentie auparavant. Je réalisai alors à quel point les choses avaient changé. Le repas fut une révélation. Pour la première fois, je me sentais vraiment incluse dans les conversations, les blagues familiales, les souvenirs partagés. Les frères et sœurs de Pierre, qui m'avaient toujours traité avec une politesse distante, semblaient maintenant sincèrement intéressés par ce que j'avais à dire. Au moment du dessert, Gisèle se leva, attirant l'attention de tous. « J'ai quelque chose à dire » annonça-t-elle. Son regard se posa sur moi,
rempli d'une émotion que je n'avais jamais vue auparavant. L'Amélie, je veux que tout le monde sache à quel point je suis reconnaissante de t'avoir dans notre famille. Tu nous as montré ce que signifie vraiment être une famille, l'amour inconditionnel, le pardon, la compassion. J'ai été aveugle pendant si longtemps, mais grâce à toi, j'ai ouvert les yeux. Les larmes coulaient librement sur mes joues, mais pour la première fois, c'étaient des larmes de joie, de soulagement, d'acceptation. Je sentis la main de Pierre serrer la mienne sous la table, son regard rempli d'amour et de fierté. Cette soirée marqua un tournant dans ma relation avec la famille de Pierre. Les barrières invisibles qui m'avaient toujours tenue à l'écart s'étaient effondrées. Je n'étais plus la belle-fille tolérée, mais un membre à part entière de la famille. Les mois qui suivirent furent remplis de moments de bonheur partagés. Des dimanches après-midi passés à cuisiner avec Gisèle, échangeant des recettes et des confidences. Des soirées jeux avec les frères et sœurs de Pierre, remplies de rire et de complicité. Des vacances en famille où je ne me sentais plus comme une intruse, mais comme une pièce essentielle du puzzle. Cependant, la transformation la plus profonde était celle qui s'opérait en moi. La colère et l'amertume qui avaient longtemps habité mon cœur laissaient place à une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais appris la puissance du pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers moi-même. Un soir, alors que Pierre et moi nous promenions main dans la main dans notre quartier, je m'arrêtai soudainement. « Tu sais, dis-je, je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je suis reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. » Pierre me regarda, surpris. « Oh, vraiment ?» Je hochai la tête. « Oui. » Aussi difficile que cela ait été, cette épreuve nous a tous fait grandir. Elle nous a appris la valeur de la famille, du pardon, de l'amour inconditionnel. Sans elle, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Pierre m'attira dans ses bras, m'embrassant tendrement. « Mais tu as raison. Tu nous as tous rendus meilleurs, Amélie. Surtout moi. » Cette nuit-là, allongée dans notre lit, je repensais au chemin parcouru. De l'exclusion douloureuse à la réconciliation inattendue, chaque étape avait contribué à façonner la personne que j'étais devenue. J'avais découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas, une capacité à pardonner qui avait transformé non seulement ma vie, mais aussi celle de toute une famille. Je réalisais que parfois, les plus grandes blessures peuvent mener aux plus belles guérisons. Que l'amour, même mis à l'épreuve, peut ressortir plus fort, plus profond. Que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais de choix, de pardon, d'acceptation. Alors que je fermais les yeux, bercé par la respiration régulière de Pierre à mes côtés, je me sentis envahi par un sentiment de gratitude. Gratitude pour les épreuves qui nous avaient rendus plus forts. Gratitude pour la famille que nous étions devenus. Et surtout, gratitude pour la personne que j'étais devenue à travers ce voyage émotionnel. Le lendemain matin, je me réveillai avec une nouvelle résolution. J'allais écrire notre histoire, non pas pour ressasser le passé, mais pour célébrer notre transformation. Pour montrer que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour peuvent triompher. Et tandis que je commençais à coucher sur le papier les premiers mots de notre histoire, je réalisais que ce n'était pas une fin, mais un nouveau début. Le début d'une vie où je n'étais plus l'étrangère, mais un pilier essentiel d'une famille unie par l'amour, le pardon et la compréhension mutuelle. Notre histoire était la preuve vivante que parfois, il faut une crise pour reconnaître ce qui compte vraiment. Que les liens familiaux, même les plus distendus, peuvent être réparés avec de la patience, de la compassion et de l'amour. Et que chacun de nous a le pouvoir de transformer une tragédie en triomphe, une exclusion en inclusion, une blessure en guérison. Alors que je terminais d'écrire, je sentis une paix profonde m'envahir. Notre voyage avait été difficile, mais il en valait la peine. Car au bout du chemin, nous avions trouvé bien plus qu'une réconciliation, nous avions trouvé une famille, dans le vrai sens du terme.